Je savais déjà qu'on pouvait acheter un château pour le prix d'un 2 pièces à Paris. C'est vraiment pas quelque chose que vous avez envie de faire, mais il y a quand même des gens qui le font. Et parmi eux, il y en a un qui n'avait vraiment pas la même ambition que les autres. En général, quand on revient 30 ans après l'achat, soit les propriétaires ont fini ruinés avec un château à peine terminé, ou au mieux, ils ont un endroit sympa pour passer les week-ends. L'acheteur dont je vais vous parler, c'est un peu différent. Si on le laisse travailler pendant 30 ans sur un château en ruine dans la campagne normande, quand on revient le voir, il a bâti l'un des plus beaux palais d'Europe. Bon, je serais tenté de vous dire que cette aventure a commencé en 1992, mais nous devons quand même rendre hommage à l'histoire de ce château au nom si particulier, le champ de bataille. La légende raconte qu'il tire son nom d'une grande bataille qui s'y serait déroulée en 935, en pleine expansion du nouveau duché de Normandie. 7 siècles plus tard, c'est le comte Alexandre de Créqui qui s'y fit construire un château. On ne sait pas grand-chose de ce personnage, si ce n'est qu'il a participé à la fronde contre le jeune Louis XIV et qu'il a perdu. Ce simple fait nous suffit à raconter l'origine de Champ de bataille. Après l'échec de sa révolte, le comte de Créqui et d'autres nobles furent contraints à l'exil sur leurs terres et bannis de la cour. Il faut comprendre ce que cela signifie à l'époque. La perte de toutes ses fonctions militaires, de tout son prestige, et une vie condamnée à se tenir éloignée des lieux de pouvoir. Bon, vous me répondrez qu'il n'avait qu'à en profiter pour prendre une retraite paisible et profiter du reste de sa vie. C'est sans doute ce que d'autres auraient fait, mais au début de son exil, Alexandre n'a que 23 ans. Donc, tant qu'à rester en Normandie pendant 50 ans, autant le faire dans un endroit sympa, non ? Il utilisa ainsi toute sa fortune pour se faire construire un palais qui lui ferait oublier les plaisirs de la cour. Ou plutôt non, qui lui permettrait d'en profiter depuis chez lui. Ça tombe bien, un architecte était disponible pour s'occuper du chantier. Il s'appelle Louis Le Vau. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est considéré comme un pionnier du classicisme à la française. Et qu'accessoirement, il nous a offert Versailles et Vaux-le-Vicomte. Alors forcément, tout ça coûte cher, et Alexandre de Créqui va finir sa vie ruinée. À partir de sa mort en 1702, le château va passer de main en main, jusqu'à atterrir dans les possessions d'une des plus grandes familles de la région, la maison d'Harcourt. Si ce nom ne vous dit rien, je vous laisse regarder toutes les charges officielles qu'ils ont eues depuis la fondation de leur maison en 1034. Ils ont même été capitaines du Mont Saint-Michel, pour vous donner une idée d'à quel point ils étaient normands. Ce nouvel occupant, le duc de Beuvron, embellira à son tour Champ de bataille, réaménageant le vestibule actuel, la grande cage d'escalier, et construisant même un théâtre aujourd'hui disparu. Hélas, un événement va réduire à néant tous ces efforts. Bienvenue en 1789. La bonne nouvelle pour le duc, c'est que son château ne fut pas directement confisqué. La mauvaise, c'est que son château fut quand même pillé et séquestré pendant de longues années avant d'être revendu par la famille. Je ne vais pas m'attarder sur tous les propriétaires suivants. Par contre, le fait que les Harcourt n'aient pas arrêté d'acheter et de revendre Champ de bataille me fait beaucoup rire. Charles d'Harcourt, sénateur du Calvados, le racheta une seconde fois en 1903 pour le restaurer, avant de le céder à la ville en 1936. Alors, si vous avez pensé « c'est génial, le maire va pouvoir entretenir le château, l'ouvrir au public », désolé, mais le maire du Neubourg avait plein d'autres projets. Ce dont la ville avait réellement besoin en 1936, c'était pas d'un musée, mais d'un hospice. Et puis, si à tout hasard, une nouvelle guerre se déclenchait dans les années à venir, on pourrait aussi le convertir en prison. Bref, quand François-Charles d'Harcourt fait rentrer une troisième fois le château dans le portefeuille familial en 1947, il est complètement défiguré.
Même si le château avait déjà souffert par le passé, les 11 dernières années l'ont rendu méconnaissable. Tout ce qu'on imagine trouver dans un château a laissé sa place à des dortoirs froids. Et alors qu'on pourrait penser qu'un château ne se remet jamais d'une telle transformation, un homme va nous prouver le contraire. Cet homme, il est à l'origine de tout ce que vous allez voir, et vous le connaissez peut-être. Jacques Garcia, architecte, décorateur et collectionneur d'art à la renommée mondiale, est tombé amoureux de ce château en le visitant enfant avec son père. Lorsqu'il en fit l'acquisition en 1992, il portait encore les cicatrices de son histoire. Mais porté par un amour du beau et inspiré par le travail des architectes qui l'ont précédé, il va dépenser son énergie et sa fortune pour rendre à son château son faste d'antan. Même pas, un faste qui aurait fait rêver n'importe quel prince de l'époque. Alors, il y a deux types de pièces à champ de bataille. Le salon de compagnie, par exemple, fait partie d'une première catégorie où Jacques Garcia a surtout réalisé un travail de restauration. Cette pièce possédait encore une partie de son décor d'origine qui avait été inventorié à la Révolution. Après les travaux de restitution de ce salon de style Louis XVI, l'architecte en a fait un écrin magnifique pour exposer son meilleur atout et ce qui rend son château unique, son impressionnante collection d'art. Pendant des décennies, Jacques Garcia s'est constitué une collection digne d'un véritable musée. Des œuvres d'art, du mobilier, des livres anciens et de nombreuses collections uniques qui ont appartenu à la royauté française. D'une pièce vide, ce salon de compagnie a été magnifiquement décoré pour renaître et retrouver un charme d'ancien régime. C'est redevenu un salon où l'on peut se détendre en petit comité, où l'on peut écouter de la musique, jouer aux jeux. Parce qu'après tout, qui n'a pas connu la fin du XVIIIe siècle n'a pas connu la douceur de vivre. Même chose avec la pièce voisine, dont le décor d'origine a été restauré puis embelli avec de magnifiques tapisseries flamandes d'époque Louis XIV. D'ailleurs, vous saviez, vous, qu'on joue au billard à Versailles ? Bien avant d'être l'attraction des pubs, ce jeu est devenu populaire pendant le XVIe siècle, et la cour française en était déjà friande. Comme en témoigne ce rarissime billard d'époque Louis XIV, placé au centre par notre décorateur, soucieux de recréer des appartements tels qu'ils auraient pu être au XVIIIe siècle. Des curiosités comme ça, il y en a des dizaines ici. Par exemple, saviez-vous que le premier fils de Louis XVI et Marie-Antoinette était handicapé moteur ? Eh bien, voilà sa chaise roulante, avec le dauphin représenté à l'arrière. En avançant dans la grande enfilade, on se retrouve ensuite dans la salle à manger 18e, ou plutôt dans le vestibule haut. À l'origine, cette pièce située au centre du château n'existait pas. Le vestibule du rez-de-chaussée s'étendait alors sur toute la hauteur, comme à Vaux-le-Vicomte, jusqu'au lanterneau. La salle à manger, dont la grande table est dressée avec de l'argenterie du XVIIIe siècle, est encore utilisée par Jacques Garcia pour ses repas, face au jardin. Sur ses premières pièces, le chantier n'aura finalement été qu'un classique travail de restauration, de restitution et de décoration. Très réussi, certes, mais rien de bien exceptionnel. Vous vous souvenez, quand j'ai dit que le château avait été utilisé comme hôpital et prison ? De l'autre côté du grand escalier, la situation n'était pas la même en 1992. Vraiment pas la même. Bienvenue dans le salon d'Apollon. Ce genre de salon de marbre était une pièce très à la mode sous Louis XIV, mais il a disparu de nombreux châteaux français. À cette époque, où l'on héritait encore des demeures familiales, on n'avait aucun mal à détruire des pièces décorées par papy et mamie, considérées démodées, pour laisser son empreinte et maintenir le château à la mode de l'époque. Ici, en 1992, il faut imaginer un simple couloir aux murs blancs et froids, donnant sur 3 petites chambres, et l'ensemble divisé en 2 niveaux avec un escalier de service. Il aura fallu 10 ans pour créer ce salon. Dès son achat, Jacques Garcia y a fait mettre quelques coups de masse pour retrouver le grand volume d'origine. Il fit ensuite poser le dallage en marbre polychrome et reconstituer les corniches. Bon, ça paraît facile dit comme ça, mais si notre architecte était déjà suffisamment aisé pour posséder un château et une collection d'art,
cela ne signifiait pas pour autant qu'il avait des moyens illimités. Les travaux prennent du temps, et certaines opérations étaient tout simplement irréalisables au début, faute de moyens. Par exemple, la pose de cette toile de plafond datant de 1650 et n'ayant pu être restaurée qu'en 1998. Ah, et j'aimerais mettre une chose au clair. J'ai dit que les travaux avaient duré 10 ans, mais n'imaginez pas que la pièce est restée figée comme ça depuis 2003. À Champ de Bataille, rien n'est figé. La maison vit, les meubles se déplacent, les collections aussi, et certains ajouts d'importance viennent parfois les rejoindre. Par exemple, cette toile murale représentant toujours Apollon et Daphné est venant définitivement confirmer le nom de ce salon. Elle fait face à ces glaces anciennes au mercure, coûtant une petite fortune à l'époque, et à ce magnifique buste en marbre blanc du XVIe siècle, copie d'un antique du palais Pitti à Florence, et réalisé par Michel-Ange. Avant de continuer notre visite, j'aimerais faire une petite pause pour vous parler de quelque chose. Vous l'ignorez peut-être, mais j'ai créé cette chaîne dédiée à notre beau patrimoine il y a seulement quelques semaines. J'ai tout donné dès le lancement pour vous proposer des vidéos d'une grande qualité, mais je ne pourrais hélas pas m'autofinancer indéfiniment. C'est pourquoi j'ai créé une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de m'aider à développer cette chaîne dont le patrimoine français a tant besoin. Vous pourrez trouver le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Retour à Champ de Bataille, où l'on continue avec un élégant salon de style Louis XV, aménagé en bureau. Ici encore, vous n'imaginez pas les travaux nécessaires pour transformer une chambre d'hôpital en décor de palais. Généralement, on mesure la pièce et on fournit les cotes au menuisier. Mais quand le menuisier est mort depuis 3 siècles et que les panneaux qu'on veut installer proviennent directement de Versailles, on doit faire quelques ajustements. Des ajustements comme abaisser le plafond ou rapprocher les murs, rien que ça. Une fois les boiseries en place, Jacques Garcia a décoré la pièce avec des tableaux d'époque. Beaucoup de tableaux. À chaque fois, son idée était de changer d'époque et de style pour recréer un château tel qu'il aurait pu exister au XVIIIe siècle. Bon, maintenant qu'on a un endroit pour jouer au billard, un salon de conversation, une salle à manger, un bureau et un salon de réception, il ne manquait plus qu'une chambre à Champ de Bataille. En exclusivité, j'ai réussi à mettre la main sur cette photo de la chambre du roi qui date des années 1990, juste avant les travaux. À partir de cette feuille blanche, notre architecte a créé cette chambre de parade qui semble tout droit sortie de Versailles. La cheminée a été déplacée et remplacée, et l'ensemble a été meublé avec des pièces toujours uniques. On y retrouve par exemple un trône aux armes de Philippe V d'Espagne, le petit-fils de Louis XIV, et titulaire du plus long règne de la monarchie espagnole. Toutes ces pièces que je vous ai présentées constituent ce que l'on appelle l'étage noble, qui était autrefois réservé aux pièces de réception et d'apparat. Au rez-de-chaussée, Jacques Garcia s'est permis quelques fantaisies. Bon, déjà il y a sa collection d'armures de samouraï qui se trouve dans ses appartements privés, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Par contre, on va emprunter ce couloir aux allures de cabinet de curiosité, avec son plafond de crocodile, et qui mène directement à la bibliothèque. Et oui, un palais comme Champ de Bataille ne pouvait pas se passer d'une bibliothèque digne de ce nom. Cette pièce construite sur 2 niveaux est le dernier chef-d'œuvre du château. Ici aussi, un énorme travail d'aménagement a été réalisé. Le plafond a été supprimé pour réaliser une bibliothèque sur 2 niveaux, avec une coursive, et encore 6 pièces ont été décloisonnées pour retrouver ce volume. Contrairement aux appartements à l'étage, cette pièce n'est pas décorée dans un style d'Ancien Régime. Elle est un hommage à 2 hommes qui ont inspiré Jacques Garcia. Le premier s'appelle Vivant de Nom, l'un des savants qui accompagna le général Bonaparte dans sa campagne d'Égypte. Il devint ensuite le directeur du musée du Louvre, accompagnant l'empereur dans ses campagnes pour remplir le plus beau musée du monde. Le deuxième est le duc d'Aumale, l'un des fils du roi Louis-Philippe, dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur la chapelle royale de Dreux, et qui était l'un des plus grands collectionneurs d'art de son temps. Lui aussi a reconstruit un château, celui de Chantilly, disparu à la Révolution, et il l'a doté d'un cabinet des livres exceptionnel. Pour honorer la mémoire de ces 2 hommes, ainsi que de grands architectes de l'époque, Jacques Garcia a choisi un style typiquement 19e, avec le style consulat.
Il y a placé ses 3000 livres, datant des 18e et 19e siècles, mais aussi, comme à son habitude, des petites œuvres décoratives à chaque endroit où l'on pose les yeux. C'est exactement ça, ce qui fait la richesse du château. Voir qu'au-delà des décors, le château est rempli de petites merveilles qui ont toute une histoire différente, et pourtant, qui se retrouvent toutes ici pour écrire celle de Champ de bataille. Cette histoire que je vous raconte aujourd'hui n'est pas terminée, et j'ai volontairement laissé de côté le plus important. Notre architecte ne pouvait pas se contenter de quelques milliers de mètres carrés pour montrer toute sa folie créatrice. Il lui fallait bien 45 hectares. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir les jardins du château du Champ de bataille, avec tous les bâtiments qu'ils abritent. Des temples antiques, une serre tropicale, et même un authentique palais moghol qui est arrivé d'Inde par conteneur. Pour ne pas rater cette prochaine vidéo, et pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, c'est très important. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'aider à continuer sans débourser 1 euro. Et si enfin, vous souhaitez profiter de l'été pour découvrir des lieux aussi magiques que Champ de bataille, qui se visitent d'ailleurs, mon beau livre à la découverte du patrimoine est toujours disponible pour 29,95 €. J'y présente 24 monuments français dans toutes les régions qui sont ouverts au public et qui valent vraiment le détour. Merci beaucoup pour votre attention, venez me dire ce que vous avez pensé de ce château merveilleux en commentaire. Merci aussi aux tipeurs et à ceux qui vont cliquer sur le lien dans la description pour les rejoindre. On se retrouve très bientôt. Salut les gardiens!